Eh oui, c'était Pink avec Truthful. Il est 11h13 sur les ondes de Radio Tunisien Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous et aujourd'hui, bien sûr, on parle d'une initiative majeure au service de la santé des femmes en Tunisie et en Afrique. L'AOGO, l'Alliance africaine pour la santé globale des femmes en oncologie. Cette association fondée par des médecins oncologues tunisiens œuvre pour la prévention, le dépistage et l'accompagnement global des femmes touchées par le cancer avec des actions de sensibilisation, de télémédecine et de soutien psychosocial. À l'occasion de la cérémonie de lancement prévue demain, le 16 mai à Tunis, j'ai le plaisir de recevoir la docteure Zainab Belkhireya, radiologue et secrétaire de l'AOGO, pour nous en dire plus sur cette initiative. Bonjour docteur. Bonjour Mazie. Rapprochez-vous. Bonjour. Je suis contente d'être avec vous. Ça me fait très plaisir. Oui, moi aussi. On va parler d'un sujet qui est très délicat aussi, oui, qui est très important aux yeux des professionnels et aux yeux des patients aussi, j'imagine bien. Déjà, pour commencer, docteur Belkhireya, si vous pouvez nous présenter l'Alliance africaine pour la santé globale des femmes en oncologie et quels sont ses objectifs principaux et les valeurs qu'ils inspirent. Pour les valeurs qui l'ont inspiré. Oui, donc l'Alliance, effectivement, comme son nom l'indique, c'est une alliance faite de médecins, de médecins oncologues sur différents axes de l'oncologie, c'est-à-dire sur différentes spécialités intégrant l'oncologie, pour la promotion de la santé de la femme dans le cadre de la maladie carcinologique, oncologique. Donc l'oncologie, c'est ça, pour les non-spécialistes, c'est la spécialité qui s'occupe des maladies cancéreuses, mais notre secteur d'action, c'est essentiellement la femme et son accompagnement autour, avant, après et au cours de la maladie. Voilà, donc les objectifs, disons que on a trois axes principaux dans l'optique de l'AOGO, qui sont essentiellement les actions de dépistage et la création de noyaux thérapeutiques de formation à distance. Mais dans ligne de mire, ce que nous avons eu comme idée, c'est de justement s'orienter vers la rive sud du continent. On estime quand même que, même si on a besoin de dépistage encore en Tunisie, mais il y a assez d'acteurs sociétaux qui font ça sur le terrain. Heureusement, on est aussi, on a toujours participé dans ces associations. Donc il y a aussi des actions de dépistage qui doivent être faites en Afrique. Nos ambassadeurs aussi de l'AOGO, qui sont nos partenaires en Afrique, assurent un peu les actions similaires dans leur propre pays et on est en collaboration directe avec eux. Alors le deuxième axe, c'est les axes de recherche des axes de recherche et d'axes scientifiques où justement on a des formations pour le personnel médical et paramédical dans le cadre de la médecine intégrative. Il faut introduire cette notion, la médecine globale, la prise en charge globale de la femme et l'idée autour de laquelle s'est construite l'AOGO et autour desquelles se sont liés les partenaires de cette association. La médecine intégrative, c'est la médecine qui fait relier les différents éléments autour de la maladie carcinologique pour une femme, c'est-à-dire la santé psychologique, la santé nutritionnelle, la santé globale effectivement de la femme, pas uniquement la maladie cancéreuse en soi. Donc intégrer tous ces éléments dans une prise en charge homogène est notre objectif pour créer, pour les actions qui vont suivre. Voilà, sinon il y a les actions locales. D'accord. Alors une initiative tunisienne avec une portée africaine. Pourquoi avoir choisi de lancer cette alliance depuis la Tunisie? Quelle est l'importance de cette dimension africaine et régionale? C'est notre continent, déjà, il faut le dire. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Oui. Et puis, il y a beaucoup de travail en Afrique. Je pense que la vision qu'on peut avoir par rapport à la médecine, qui a différentes vitesses, aussi bien en Tunisie, même dans ces régions, et en Afrique, fait qu'il y a un besoin qui se fait ressentir par nos partenaires en Afrique, effectivement, et où le dépistage et l'accès de soins n'est pas aussi simple. Donc, que ce soit pour le dépistage ou pour la prise en charge après, plusieurs noyaux scientifiques ont posé le besoin s'est ressenti. Voilà. Alors la santé globale, on va parler un peu de santé globale et intégrative. L'AOGO met en avant la notion de santé globale et intégrative en oncologie. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie concrètement pour les patientes? La santé globale, oui, c'est la médecine intégrative, effectivement. C'est un principe simple. En fait, je vais essayer un peu de l'expliquer avec des termes non scientifiques. C'est
c'est d'essayer d'avoir non pas en objectif la maladie, mais c'est le patient dans sa maladie. Donc, chacun d'entre nous, d'ailleurs, dans sa spécialité, il essaye d'intégrer cette notion dans son exercice. L'idée, c'est que pour le patient, tant que ce n'est pas une structure, il n'y a pas de structure globale qui va œuvrer à l'orienter dans ces différents axes de la maladie au cours de sa maladie, il est difficile pour lui de comprendre, de coller les morceaux. C'est-à-dire, le patient n'est pas uniquement sa maladie diagnostiquée, mais c'est aussi ce qui en découle, les difficultés sociales, les difficultés psychologiques, les difficultés et les questions qu'on peut se poser, que ce soit d'ordre nutritionnel, est-ce que je peux faire du sport ou pas, qu'est-ce que je peux faire comme sport, qu'est-ce que je dois changer dans ma nutrition. C'est plein de notions pour lesquelles il doit avoir une réponse de spécialiste et non pas une réponse vague qui fait errer un peu les attitudes de chacun. Comment ces approches complémentaires, comme l'art-thérapie, la sophrologie ou la nutrition agissent-elles aux côtés des traitements médicaux traditionnels ? Actuellement, c'est prouvé. Tous ces éléments-là ont un effet plus que bénéfique, disons qu'ils potentialisent l'effet positif du traitement, que la réponse au traitement dépend aussi de notre réponse immunitaire, de notre statut et notre hygiène de vie. Et dans ce cas, intégrer en parallèle à une prise en charge médicale spécialisée les volets justement de la médecine intégrative, ça potentialise les réponses et surtout ça maintient une bonne réponse à long terme et une réinsertion positive après la maladie, ce qui est aussi important. Oui, tout à fait. La prévention et la détection précoce des cancers féminins, notamment du sein ou du col de l'utérus, sont au cœur de vos priorités. Oui. Quels sont aujourd'hui les principaux freins au dépistage en Tunisie et dans les autres pays africains et comment comptez-vous y répondre ? Alors c'est à d'échelle très variable. Je pense qu'en Tunisie, on est quand même assez conscient. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par plein d'associations, par les autorités sanitaires aussi. Le dépistage est au cœur de la santé actuellement en Tunisie. Mais il y a des vitesses différentes selon les pays africains. Oui. Les moyens aussi. Il y a l'accès aux soins qui peut être difficile selon les régions. L'égalité aussi. L'égalité, effectivement. On n'a pas cette charte, cette approche qu'on peut avoir par rapport au dépistage est très différente d'un pays à un autre. Vous avez bien vu la polémique qu'il y a eu, par exemple, par rapport au col. On a un Tunisien qui est très sensible au dépistage, par exemple, du cancer du sein et qui va le faire avec toute la bonne foi. Et encore, parfois, on a des idées qui s'incrustent. Pour le col, il y a eu des problèmes, par exemple, par rapport aux vaccinations. Tout ça, ça nécessite une intervention récurrente de par les responsables ou de par les médecins, justement, pour prévenir. En Afrique, il y a pour certains autres pays africains, il y a aussi un problème d'accès aux soins d'ordre purement financier, d'ordre de disponibilité du matériel et des médecins qui sont spécialisés dans les domaines de dépistage. Donc, organiser justement et donner aussi un exemple, entre guillemets, de ce qu'a pu faire un peu la Tunisie par ses agents sociétaux sur le terrain, essayer de le transposer dans certains pays africains qui sont effectivement nos partenaires. C'est ça le but d'avoir des ambassadeurs de l'AOGO dans plusieurs contrées là actuellement en Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, docteur, qu'en Tunisie, on doit quand même s'estimer heureux par rapport à d'autres pays africains ou pas ? Oui, à l'accès je aux dirais soins, pas que africains. Pas que africains, oui. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas viser plus haut. Oui, à titre très subjectif. Et j'y dis bien que c'est à titre très subjectif, c'est en parallèle de l'AOGO, ça. Oui, c'est une question. Ce qui nous manque, c'est ni les compétences, ni les outils. C'est cette disparité qu'il y a, qui peut encore exister selon les régions. Selon, pas que les régions, vous savez, selon même dans une même ville, on peut trouver de grosses différences, que ce soit d'ordre financier ou même culturel, dans la population même. C'est ce qui est. Et le gros souci qu'on a tous remarqué justement pour créer l'alliance de l'AOGO, c'est ce cadre global qui va permettre à différents acteurs spécialistes en oncologie, de pouvoir donner un noyau de gestion de la maladie autour de la maladie au patient. Le patient, il erre un peu dans le sens où il a un bon oncologue, il peut avoir un bon radiologue, il peut avoir un bon chirurgien, mais c'est ce link qui peut se créer pour lui donner un sens
humain à sa maladie, avant, pendant et après le diagnostic qui manque. Je pense que c'est plutôt ça. En Europe, c'est là, par exemple, ou ailleurs dans le monde, c'est là où on est vraiment devancé. C'est qu'il y a des structures qui prennent en charge globalement le patient, même dans ces questions les plus simples, pour sa nutrition, pour ses transports, pour organiser sa prise en charge. Voilà. Vous avez prévu des campagnes de sensibilisation et de dépistage dans plusieurs pays partenaires, comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Quels sont les objectifs de ces actions sur le terrain ? Alors sur le terrain, on agit toujours un peu par le même principe, c'est de faire des one-day checks. En fait, c'est des bootcamps où on fait effectivement l'examen clinique, l'examen radiologique et même les prélèvements, avec même possibilité de faire l'anapath et les études histologiques sur place. Une fois sur place, on a aussi les équipes sanitaires parce que c'est souvent géré par des structures gouvernementales ou semi-gouvernementales. Donc en fait, la prise en charge, ces patients qui sont sélectionnés in fine, qui sont sélectionnés comme patients, comme pool pathologique, effectivement, il va falloir qu'ils passent à un volet de traitement à moyen et à long terme. Et là, on est justement en collaboration avec les structures, les autorités locales pour gérer la maladie des patients, soit chez eux, soit partiellement ailleurs, bien sûr. Mais en parallèle à ça, il y a aussi la formation qui se fait sur place pour les médecins et pour les non-médecins aussi, dans le cadre de la médecine intégrative. Voilà. Alors, parmi les actions prévues en 2025, on retrouve notamment le village Octobre Rose à Pointe-Noire, au Congo, ou encore des réunions de concertation avec des oncologues congolais. Que représentent ces initiatives pour l'Alliance ? C'est le fond même de notre action, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce que ça représente, c'est aussi une responsabilité qui s'alourdit, parce qu'on a commencé avec Congo et là on est sur plusieurs autres pays. C'est l'efficacité qui a fait que cet exemple va pouvoir se reproduire, Inch'Allah. Et ces alliances font que justement nous, point de vue expertise, on arrive à adapter le service qu'on donne au niveau qu'il y a. Et on est très content de voir qu'on peut apporter de l'efficacité, même sans trop d'outils. Finalement, c'est de faire avec le minimum de ce qu'on a. C'est aussi un apport par rapport aux patients, parce que c'est un échange qui se fait, c'est un échange aussi scientifique. Vous savez, ces pays-là font beaucoup d'efforts. Les médecins sont d'un niveau qui est vraiment respectable. Donc, autant pour nous que c'est de l'expérience, autant de l'expertise qu'on donne aussi, c'est une image de notre pays. Je pense que c'est aussi important de nos jours de pouvoir donner un souffle à la médecine en Tunisie qui sort un peu de son territoire local et se retourne un peu vers son continent. De sa zone de confort. Oui, c'est ça. Oui. Alors, l'AUGO souhaite développer un réseau de soutien psychosocial, logistique et informatif pour les patientes et leurs familles, bien sûr. Comment ce réseau va-t-il fonctionner concrètement ? Avec quels partenaires ou acteurs ? Alors localement, justement, il y a notre bureau, en fait, qui tente d'ailleurs, qui s'élargira, Inch'Allah. On viendra pour vous en annoncer cet élargissement. Mais pour le moment, c'est un bureau, justement, où il y a une permanence d'accueil. C'est nos coordinateurs de soins, en fait, qui agissent en orientant, selon le dossier du patient et selon la phase dans laquelle se trouve le patient, le secteur utile ou l'atelier ou disons la consultation qui peut lui être utile. Ça peut être d'ordre juridique aussi, parce qu'il y a des questions d'ordre juridique de par les patientes, pour les assurances, les prises en charge, etc. Mais surtout, selon la phase de prise de la maladie, est-ce qu'on est plus sur la réinsertion ? Et là, on part vers un rétablissement, justement, les soins intégratifs, de la santé intégrative pour la reprise et la réinsertion sociale, ou en cours de la maladie pour accompagner. Donc, ça sera les ateliers justement d'art-thérapie, parfois des consultations bien sûr bénévoles, mais qui sont individuelles en psychothérapie. Donc c'est toujours des bénévoles qui agissent, mais c'est des prises en charge qui sont personnalisées selon le dossier même. Donc cette permanence et ces coordinateurs de soins, c'est eux qui vont faire le dispatching, bien sûr en ayant toujours un médecin à charge de l'orientation en cas de besoin, pour savoir à quelle phase ou vers quelle activité il faut orienter le patient. Alors, vous parlez aussi de la création de navigants pour faciliter l'accès aux médicaments et aux traitements essentiels en oncologie. Pouvez-vous nous expliquer ce rôle et cette démarche ? En fait, c'est nos partenaires justement pharmaceutiques locaux, parce que quand on s'est dirigé vers l'Afrique, il y a aussi nos partenaires de
concessionnaires de traitement en Tunisie, justement, qui nous ont accompagnés. Et là, on s'est rendu compte que oui, le produit tunisien, effectivement, il n'a pas pris sa place ailleurs qu'en Tunisie. Et c'est comme ça que nos partenaires ont pu trouver place pour placer leur traitement anti-cancéreux, justement, dans ces pays dont le besoin, effectivement, qui le prenaient beaucoup plus cher, d'ailleurs. Donc, c'est des accords qui ont pu être bénéfiques, qui ont pu se faire, qui sont bénéfiques pour les deux parties. Alors, l'AUGO a déjà établi des partenariats avec des institutions comme l'Institut Curie, l'Institut des cancers des femmes ou encore des hôpitaux tunisiens. Quelles actions concrètes vont naître de ces collaborations ? Alors, ça sera justement selon le partenaire. Donc, par exemple, avec les instituts de cancer des femmes, effectivement, en France, on a pu établir des partenariats de formation continue qui vont être pour la médecine intégrative, parce qu'ils ont quand même un petit bond d'avance par rapport à nous. Donc, on veut bien élargir cette notion de médecine intégrative sous forme par des formations qui seront en ligne sur notre site, effectivement, mais qui auront pour source l'Institut des cancers des femmes. Il y a aussi des accords pour intégrer justement certains ateliers à distance avec nos patientes en Tunisie. Il y a aussi, ça c'est le partenariat avec l'Institut des cancers des femmes, mais il y en a bien sûr d'autres, justement l'Institut Raphaël, on va le voir. Curie, exactement, c'est surtout, même en Afrique en fait, ils vont être présents pour certaines actions, pour soutenir que ce soit les traitements après, que ce soit le diagnostic à distance ou les RCP, ce qui nous permettra d'avoir un noyau plus élargi et une expertise plus importante. Vous évoquez également le développement de la télémédecine en oncologie. En quoi cette technologie peut-elle améliorer l'accès aux soins, notamment dans les régions les plus isolées ? Justement, quand il manque justement les spécialistes, pour ça, bien sûr, il faut souligner une chose, c'est que ça doit être dans le cadre d'une législation qui est validée. Donc, ça dépend de la législation du pays en question. Donc, si le pays, il le demande ou il l'accepte, on a justement la possibilité de donner ces concertations multidisciplinaires ou même avec les hôpitaux, certains hôpitaux en carcino qui ont bien adhéré à cette optique, mais ça dépend de l'accord préalablement donné par les autorités du pays en question. Voilà. Alors, on va parler aussi un peu de vision et d'impact à long terme. L'AUGO a l'ambition de renforcer les capacités locales en oncologie et même de promouvoir le tourisme médical en Tunisie. Quelle place occupe cette stratégie dans votre vision globale ? Alors je pense que ça peut être une des issues, surtout pour le tourisme, mais franchement ce n'est pas l'objectif principal. On ne travaille pas dessus comme un objectif, mais indirectement peut-être. Mais même pas, parce que finalement on fait les choses, les actions qu'on est en train de faire, c'est des actions qui sont essentiellement gouvernementales. Donc après, c'est vrai que la demande pour la Tunisie, pas pour l'association, se voit. Et on essaie de trouver des solutions aux patients qui les demandent ou aux autorités qui les demandent. Mais dans le cadre de l'association, non. Parce que en fait, ce n'est pas absolument pas l'objectif de l'Alliance. D'accord. Alors plus largement, quel changement espérez-vous apporter aux patientes tunisiennes et africaines dans les années à venir ? Alors, il y a deux volets. Moi, je vais être un peu égoïste à titre personnel, oui. Pour nos patientes, pour la Tunisie, comme je vous ai dit, ce qui nous manque, c'est cette visibilité pour une patiente de son parcours. Et cette visibilité, on peut essayer de la donner chacun dans sa consultation, mais il est beaucoup plus simple pour une femme de pouvoir parler de sa maladie et de voir un petit peu le bout du fil ou le bout du tunnel en ayant différents acteurs qui peuvent être réunis au sein de l'AUGO, et pas que, parce que même les associations, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'associations en oncologie qui œuvrent actuellement en Tunisie, et justement pouvoir orienter les patientes, même pour d'autres associations, c'est une très bonne chose. Quand nous, on n'a pas une certaine action, on peut bien... On se soutient mutuellement. Oui, parce que vous savez, on vient toutes de différentes, on a déjà œuvré dans plein d'autres associations. Oui. Alors ça, pour les patientes tunisiennes, je pense que c'est un petit logis qui s'est créé pour les aider. J'espère que ça peut être utile et que ça peut les rassurer dans leur démarche. Peut-être ouvrir aussi les yeux sur des sides aides qui peuvent se voir et qui peuvent changer un peu leur quotidien avant et après ou au cours de la maladie. Parfois, des petites choses aident beaucoup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tout à fait. De toutes petites choses peuvent changer l'impact qu'a une maladie sur une vie. Il y a la famille aussi autour qui a besoin d'un soutien.
et voyant que justement on peut réintégrer une vie sportive, on peut poser nos questions par rapport à la nutrition. On se sent parfois bloqué, Mahdi, dans notre exercice parce qu'on n'a pas ces réponses. C'est vrai. Je ne peux pas répondre parfois, et c'est normal. Et donc il faut que la patiente trouve un refuge pour trouver les réponses à ces questions qui sont autour de sa maladie. On n'aura pas le temps de le faire dans nos consultations et c'est tant mieux de pouvoir créer ce lieu pour le faire. Alors ça, c'est pour nos patients tunisiens. En Afrique, la démarche est un peu différente. Ça vise plus le dépistage qui nous semble relativement bien établi déjà en Tunisie. Donc, bien sûr, on aidera, mais c'est le dépistage qui manque en Afrique, oui. Et c'est le dépistage, mais c'est un dépistage qui ne s'arrête pas au diagnostic initial, mais qui va au-delà pour donner un diagnostic biologique, histologique, et mettre le patient africain, africain, on est tous africains, bien mais sûr. Mettre le patient dans le pays qu'on visite sur déjà une ligne thérapeutique. C'est-à-dire qu'il est mis avec une équipe spécialisée qui le gère dans son pays. Et c'est cette équipe-là qui va gérer la suite. Après, pas nous. Je précise, on ne s'occupe pas de prendre en charge les patients après. C'est différent. Alors, la cérémonie officielle de lancement de l'Alliance, elle aura lieu demain, le 16 mai, dans un hôtel à Tunis. Que souhaitez-vous que les participants retiennent de cet événement ? J'aimerais bien déjà que l'on sache, que l'on commence à se poser par curiosité les questions quant à la médecine intégrative, parce que c'est le point qui réunit notre action, en fait. Donc la médecine intégrative, elle a déjà été annoncée, on commence un peu à comprendre ce que c'est, à comprendre son impact sur la prise en charge d'une maladie. Mais c'est aux patients de demander, c'est aux médecins aussi de savoir comment nos collaborateurs et nos correspondants et nos amis, de se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans son coin en tant que médecin exerçant, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement introduire cette notion dans la prise en charge de nos patients. Pour ce qui est de nos actions, on demande aussi le soutien un peu de nos on va remercier aussi le soutien de nos partenaires locaux et internationaux. Ils seront là, Inch'Allah, donc c'est une très bonne chose de pouvoir les réunir physiquement, parce que nos ambassadeurs ailleurs, jusque-là, c'était toujours en ligne. De voir un petit peu grand aussi par rapport à l'Afrique. Parce que c'est un très beau continent où les choses vont à des vitesses très différentes. Et on a très récemment commencé, personnellement, à commencer à regarder dans ce sens cette rive sud qui est très très intéressante sur le plan médical et même social. Alors l'AOGO est ouverte aux adhésions. À qui s'adresse-t-elle et comment les professionnels ou les citoyens peuvent-ils vous rejoindre ou soutenir vos actions ? Alors on a déjà notre numéro de téléphone, donc je laisserai après sur le site. Ce sera justement le point pour le moment, le point où on peut avoir des informations quant à la coordination qui peut se faire par rapport au dossier du patient. Pour nos partenaires d'action, donc ça peut être aussi les médecins qui peuvent eux-mêmes faire intégrer leurs patients dans le circuit des consultations bénévoles de médecine intégrative et les ateliers de la médecine intégrative. Et ça peut être fait dans les différentes phases de la maladie, comme je dis, ce soit avant, pendant ou après. Et c'est au médecin justement, dans ce cas, d'adresser sa patiente pour un circuit qui est adapté à sa maladie. Voilà. Enfin, quel message souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui aux femmes touchées par le cancer, mais aussi à toutes celles qui hésitent encore à se faire dépister ? Alors, je commence par celles qui ne veulent pas se faire dépister. Il faut comprendre une chose, c'est que oui, c'est vrai, on ne fait pas disparaître une maladie quand on dépiste ou qu'on ne dépiste pas. Vous savez, si elle est là, elle est là. Et je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Mahdi. Il faut tout accepter, aussi bien le bon que le mauvais. Donc si on arrive à accepter tout ce qu'on a, les solutions seront toujours possibles. Donc dépister au plus tôt, ça peut changer une vie, aussi bien pour le sein que pour le col, que pour plein d'autres maladies. Donc on mise sur une conscience de la patiente pour pouvoir être sur des délais gérables d'une maladie. Et il y a une vie après. La maladie n'est pas la fin d'une vie, non, c'est un début, mais aussi il faut la vivre pleinement. Toute cette épreuve, elle doit être vécue
pleinement pour que la patiente ne garde pas justement des séquelles psychologiques qui peuvent inhiber sa réinsertion même après disparition de la maladie. Au jour d'aujourd'hui, on remarque parfois chez nos patientes une chose, c'est que la maladie peut disparaître. Oui. Et qu'au bout d'un moment, on a une patiente qui est guérie, dont la maladie est guérie. Mais qu'elle, par contre, elle n'a pas du tout retrouvé une vie normale, que ce soit d'ordre psychologique ou d'ordre physique. Donc c'est cela qu'on veut pas, que doit gérer la médecine intégrative, et c'est pour ça qu'on doit être conscient de l'impact de ce qu'il y a autour de la pathologie, ce qui est l'être humain en fait qu'il faut mettre en centre de notre intérêt. Merci beaucoup, docteur Zeynep Belkhiraya, d'avoir été avec nous ce matin. L'Alliance africaine pour la santé globale des femmes en oncologie, ce n'est pas qu'un acronyme, c'est une vision, un engagement, une mobilisation concrète pour accompagner les femmes atteintes de cancer ici, en Tunisie, à travers l'Afrique. Prévention, accompagnement, soins intégratifs, solidarité entre professionnels et patients, autant de chantiers essentiels que vous avez et que vous ouvrez avec courage et détermination. Le rendez-vous est donné, c'est demain le 16 mai à Tunis pour le lancement officiel de cette alliance, une étape importante pour que les femmes ne soient plus seules face à la maladie. Merci encore à vous et à toute l'équipe et bon courage dans ce combat qui est aussi le nôtre. Merci Madi, merci à tous. 11h39, restez avec nous tout de suite, c'est Chandelier de Sia.